Rappelez-vous, l'an dernier, quand nous parlions de probabilité, quand nous employions le mot probable, si par exemple vous dites demain il est probable que mon équipe de football gagne le match, bien, vous vous inscrivez dans une expérience. C'est-à-dire demain il va y avoir un match et vous vous intéressez au résultat. Vous avez en fait un dispositif, une expérience. Vous avez envie de jouer au loto. Vous vous demandez s'il est probable que le numéro 38 sorte. Bien, vous prononcez le mot probable, mais là aussi, vous avez une expérience qui est en route. C'est-à-dire, vous avez un dispositif, le loto. Le loto va vous proposer des numéros. Vous allez les regarder et vous allez voir si vous avez choisi le bon numéro. Bien, regardez, ici, j'ai une expérience. Je vais faire une expérience et je vais vous la décrire. J'ai ici 3 boules de couleur, une jaune, une rouge, une bleue. L'expérience que je mets en place, c'est prendre une boule et regarder sa couleur. Je vais procéder à l'expérience. Je prends une boule, je regarde sa couleur, elle est rouge. Pensez-vous que la question « Était-il probable que je tire la boule rouge » ait un sens ici? Ben non. Ici, avec mon expérience, de toute manière, je vois la couleur des boules, je tire celle que je veux. En aucun cas, je tire une boule au hasard. Donc, dans ce cadre-là, l'expérience, elle n'est pas très intéressante du point de vue de la probabilité. Pour que je puisse parler de probabilité, employer le mot probable, il faudra forcément que mon expérience soit aléatoire. C'est-à-dire que je tire ma boule au hasard. Donc pour en faire une expérience aléatoire, où les boules seront vraiment tirées au hasard, je mets ces 3 boules dans un sac, vous le voyez, et évidemment, quand je vais tirer ici une boule de ce sac, je ne sais pas, évidemment, la couleur qui va apparaître. Donc mon dispositif, maintenant, est celui d'une expérience aléatoire. Donc je complète l'intitulé de mon expérience, je prends une boule au hasard dans un sac, puis je note sa couleur. Inutile de vous dire que dans pratiquement 100% des cas, les dispositifs qu'on vous proposera seront des expériences aléatoires. C'est pourquoi à chaque fois on précisera qu'on manipule par exemple avec un dé qui n'est pas truqué, avec une pièce qui n'est pas truquée. Donc à chaque fois, le hasard a sa place. Aléatoire vient du latin aleatorius, tout ce qui concerne les jeux de hasard. On retrouvera ici ce préfixe aléa. Reprenons notre expérience. Nous prenons donc une boule au hasard et on note sa couleur. Quels sont les résultats possibles de l'expérience? Soit j'obtiens une boule bleue, soit une boule jaune, soit une boule rouge. Si j'écris la liste des possibilités, on dit aussi la liste des issues. Les issues possibles de l'expérience, ce serait bleu, jaune, rouge. Voilà toutes les issues de l'expérience, toutes les issues possibles de l'expérience. L'ensemble de toutes les issues possibles, on l'appelle grand E. Et on l'écrit ainsi, grand E égale, et on met 2 accolades. Donc, dans mon expérience, il y a combien d'issues possibles? 3 issues possibles. Si je faisais cette expérience devant vous, vous pourriez vous poser la question, quelles sont ses chances de tirer une boule jaune ou une boule rouge? Est-il probable qu'il tire une boule bleue? À chaque fois que vous allez prononcer le mot probable ou l'expression avoir des chances, en fait, vous faites référence à un événement. L'événement, par exemple, c'est tirer une boule jaune ou une boule rouge.
Quelles sont ses chances de tirer une boule rouge ou une boule jaune? Vous faites référence à un événement. On peut donner un nom à l'événement, on va l'appeler par exemple A, et on peut le décrire en écrivant tiret une boule rouge ou une boule jaune. Mais à la place de l'écrire ici, sous forme de texte, je peux l'écrire comme tout à l'heure, sous forme d'ensemble. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre? A, et je mets la liste rouge, jaune, c'est-à-dire les issues qui réalisent cet événement. Si je vous avais écrit l'événement B sous cette forme, bleu, ça correspondait à quoi? Ça correspondait tout simplement au fait de tirer une boule bleue. Mais alors cet événement B, tirer une boule bleue, il est réalisé par une seule issue. On dit que c'est un événement élémentaire. Est-ce qu'on pourrait trouver d'autres événements élémentaires? Oui, bien sûr. L'événement C, par exemple, tirer une boule jaune, c'est un événement élémentaire. Il y aurait combien d'événements élémentaires possibles? Il y en aurait 3. Bleu, ou bien l'ensemble qui comprend rouge uniquement, ou jaune uniquement. On a notre expérience aléatoire. E, c'est l'ensemble de toutes les issues. E, on l'appelle aussi l'univers. L'univers, c'est donc l'ensemble de toutes les issues possibles de l'expérience. Bien, on reprend l'événement A. Tirer une boule rouge ou jaune. Si on imaginait l'événement contraire, l'événement contraire a tiré une boule rouge ou jaune. Comment vous pourriez le formuler, cet événement? Vous pourriez le formuler tirer une boule bleue. L'événement contraire à tirer une boule rouge ou jaune, ça pourrait être tirer une boule bleue. Vous auriez pu me dire aussi comme événement, ne tirer ni une jaune ni une rouge. C'était bien le contraire de l'événement A. Alors l'événement contraire d'un événement se note comme ceci. L'événement contraire de A, c'est A bar. Vous avez remarqué qu'il y avait plusieurs manières de décrire par le texte cet événement. Par contre, si vous l'écrivez ici sous forme de liste, sous forme d'ensemble, il n'y a qu'une manière de l'écrire. Pour trouver rapidement l'événement contraire, on peut dessiner ce qu'on appelle des diagrammes. Vous voyez, ici je mets l'univers. L'univers, c'est E. On a bleu, rouge et jaune. Si je prends l'événement A, l'événement A, je peux le décrire ainsi. Voilà l'événement A. Si je veux trouver l'événement contraire, c'est tout ce qui manque à A pour obtenir E. L'événement contraire, le voici. J'invente maintenant un nouvel événement, C. Tirer une boule de couleur. Que pensez-vous de cet événement? Cet événement, il est certain. C'est d'ailleurs son nom. L'événement certain. Et si j'écris l'événement certain sous forme d'ensemble, sous forme de liste, je vais me retrouver avec bleu, rouge, jaune. Je retrouve bien sûr l'univers. Et si j'invente un dernier événement, tirer une boule verte. Que pensez-vous de cet événement? Vous le dites naturellement, il est impossible. C'est ce qu'on appelle l'événement impossible. Vous pouvez en trouver des quantités d'événements impossibles, bien sûr. Cet événement impossible, quand on l'écrit, bien sûr qu'on pourrait l'écrire comme ceci. Sans rien à l'intérieur. Mais on préfère employer ici ce symbole.
Quand vous avez un ensemble qui ne contient rien, un ensemble vide, on le note ainsi. Avant d'aller plus loin, un rappel. Prenons cette situation simple. On a 16 élèves, chacun pratique un seul sport, un sport et un seul. J'ai 5 élèves qui font du tennis, 4 du foot, etc. Si je vous disais, dites donc dans votre classe, quelle est la proportion d'élèves qui font du tennis? Vous me diriez, il y en a 5 sur 16. 5 sur 16 font du tennis. Combien font du football? Vous diriez 4 sur 16. 4 sur 16, on peut simplifier par 4, ça fait un quart. Prenez la gym, 6 sur 16, on simplifie par 2, ça fait 3/8. Bref, vous donnez à chaque fois cette proportion, bien sûr, sous forme de fraction. Eh bien, vous pourriez donner un autre nom que proportion. Par exemple, je vais vous dire quelle est la fréquence du tennis dans votre classe. La fréquence, c'est 5/16e. C'est cette notion de fréquence que nous avions déjà vue quand nous faisions des statistiques. On peut bien sûr écrire la fréquence sous forme de nombre à virgule. Ici, 5/16e, ça me donne 0,3125. Un quart, bien sûr, vous le savez, 0,25. Ici, 3/8, cela me donne 0,375. Et enfin, 1/16e, 0,0625. Enfin, je peux très bien le mettre sous forme de pourcentage. Je multiplie à chaque fois par 100, je ramène tout à 100. Il y a un peu plus de 31% d'élèves qui font du tennis, 25% qui font du foot, de la gym, 37,5%, et puis du hand, 6,25%. Évidemment que si j'ajoute tous les pourcentages, je vais obtenir 100%. Si j'ajoute ici toutes les fréquences, ce sera forcément égal à quoi? À 1. N'oubliez pas que 100%, c'est 100 sur 100, c'est 1. Donc la somme de toutes les fréquences est forcément ici égale à 1. Nous allons maintenant procéder à une expérience aléatoire avec un dé non truqué. Il s'agira de lancer le dé et de noter le numéro obtenu sur la face supérieure. Nous allons procéder à 10 lancers. Je démarre. Premier lancer, j'obtiens 3. Deuxième lancer, j'obtiens 1. Et je continue. Voici les résultats que j'ai obtenus. 1 est apparu 3 fois, 2 est apparu 1 fois, etc. Si je m'intéresse à la fréquence d'apparition, par exemple de 3, il est apparu 2 fois. La fréquence d'apparition est donc de 2 sur combien de lancers? 2 sur 10, 2 dixièmes. La fréquence de réalisation de l'événement obtenir 3 sur la face supérieure du dé est donc 2 dixièmes. La fréquence de réalisation de l'événement obtenir 2 sur la face supérieure du dé est 1 dixième. On a ici la fréquence de réalisation de chaque issue. Chaque issue correspondant bien sûr à un événement. Un événement qu'on appelle, vous vous souvenez, élémentaire. Si on fait la somme des fréquences de réalisation, on obtient bien sûr 1. Et nous arrivons à la définition de la probabilité d'un événement. La probabilité d'un événement, c'est sa fréquence de réalisation. Mais attention, en renouvelant un très grand nombre de fois l'expérience. Vous comprendrez bien qu'avec le dispositif que j'ai là, je ne peux pas procéder à l'expérience un très grand nombre de fois, 1000 fois, 100 000 fois cette expérience. Donc ce qu'on va faire, on va simuler cette expérience en nous aidant de la calculatrice,
en nous aidant éventuellement d'un tableur. Regardez bien ce qui suit. Quand vous prenez un ordinateur, quand vous prenez une calculatrice, vous avez la possibilité de faire intervenir du hasard, comme si le hasard avait été programmé dans cette machine. Regardez ici, si vous faites sur votre machine maths, vous allez à l'endroit où c'est marqué ici PRB, qui veut dire probabilité justement. Ici c'est marqué nombre aléatoire, nous on va s'intéresser au nombre aléatoire mais entier. Alors vous voyez que vous reconnaissez le mot aléatoire, bien sûr, aléa. Donc, je vais ici sur entier aléatoire, et il suffit que je mette un intervalle. Par exemple, je vais lui demander de me tirer des nombres au hasard entre 12 et par exemple 78. Regardez ce qui se passe. Il m'a trouvé 26, 36. Il est en train de tirer des nombres au hasard. Alors vous me direz, bah tiens, on pourrait déjà simuler l'expérience avec le dé. Il suffirait de lui demander de tirer un nombre entier, entre combien et combien? Entre 1 et 6. Finalement, à chaque fois que vous allez appuyer sur la touche, c'est comme si vous lanciez le dé. Je lance le dé, 4. Et puis, il suffirait de noter tout ce qui se passe. Alors, on va faire encore mieux, on ne va même pas noter ce qui se passe, parce qu'on va utiliser l'ordinateur. Regardez bien. Bien, vous reconnaissez évidemment cet environnement, c'est Excel. Excel qui est un tableur. Ici, dans cette cellule, vous voyez, cette cellule A1, j'ai rentré une formule. Vous voyez, dans cette formule, il y a aléa. Aléa, évidemment, ça vous rappelle aléatoire. Donc, je demande à l'ordinateur d'écrire un nombre entier compris entre 1 et 6. Donc, ici, j'ai 2. Maintenant, il m'a sorti 4. À nouveau, 4. Je continue. 4. On continue. 5, on continue, etc. Donc, vous voyez que l'ordinateur, bien sûr, est capable, à une fonction qui lui permet de générer des nombres au hasard. Et c'est cette fonction-là qu'on va utiliser pour simuler le lancer de dés. Vous reconnaissez, nous sommes toujours dans l'environnement d'Excel, mais on a évidemment amélioré grandement la présentation. Regardez bien le premier tableau ici. C'est assez simple. Si je clique ici sur lancer manuel, l'ordinateur va simuler le lancer d'un dé. Regardez, je clique dessus. La face qui a été tirée, c'est 5. Et il remplit le tableau qui ressemble à celui qu'on avait tout à l'heure. Le nombre de tirages au total, il est de 1. Le 1 est sorti une fois, donc on a une fréquence de réalisation qui est de combien? De 100%, c'est-à-dire de 6 sixièmes, si vous avez envie d'exprimer ça sur 6. Évidemment, si je multiplie les lancers, je vais compléter comme ça au fur et à mesure mon tableau. Et puis ici, vous voyez, vous avez un petit graphique qui vous donne les différents pourcentages. Ici, 1 n'est pas sorti, 0%, de tirage, 2, etc. Vous avez ici ce renseignement. On va aller beaucoup plus vite. Ici, vous avez un endroit où je peux inscrire le nombre de lancers que je souhaite. Si j'en mets 50, je lance. L'ordinateur a fait les différents lancers de dés. On a un total de 50. Et on obtient ce résultat-là, vous voyez. On a eu beaucoup moins de 3. Celui qui est sorti le plus souvent, c'est le 6, vous voyez. Et vous avez ici les fréquences de réalisation. Je passe à présent à 1000 lancers. Alors attention, 1000 lancers. Regardez bien, je lance.
l'ordinateur procède aux différents tirages. On en est à 200 pratiquement. Nous sommes autour de 500, 600, 880, presque 900 et 1000. Regardez bien. Nous avons ici un pourcentage qui oscille entre 15, 16, 16 et 17,5. Et vous remarquerez ici que dans le graphique, on a pratiquement la même fréquence de réalisation. Le graphique se rapproche de plus en plus d'une courbe qui serait pratiquement horizontale. Alors si on regarde en sixième, on aurait autour ici d'un sixième à chaque fois, 1,06 sur 6, 0,95 sur 6. Et sur 5000, je lance. J'en suis pour l'instant à 2000 tirages. Vous voyez que dans le graphique, ça ressemble de plus en plus à une droite horizontale. Hein. On continue. 4900, attention 5000. Bien, vous voyez, toutes les fréquences sont quasiment identiques. On est autour de 1/6. Dans le cadre de cette expérience de lancer de dés, si je vous avais dit, quelles sont par exemple les chances d'obtenir 3 ? Vous m'auriez dit, vous avez une chance sur 6 d'obtenir 3. Eh bien, vous voyez bien que cette chance sur 6, 1 sur 6, vous le retrouvez ici. 1 sur 6, c'est la fréquence de réalisation que vous obtenez si vous faites un nombre de lancers très très grand. C'est ça la probabilité. La probabilité d'obtenir 3, la probabilité de l'événement obtenir 3 est de 1 sur 6. C'est la fréquence de réalisation qu'on obtient quand on réalise un très très grand nombre de lancers. Un petit coup d'œil sur le deuxième tableau. Ici, vous allez avoir 10 000 lancers qui vont avoir lieu, mais très rapidement. Regardez. Top, les 10 000 lancers ont eu lieu. Vous avez le nombre de tirages. Le 1 est sorti 1674 fois, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici sur le graphique que plus vous avez de lancers, plus toutes les fréquences, évidemment, se rapprochent. Vous avez autant de chances d'avoir 1 que d'avoir 2, que d'avoir 3, etc. Donc, dans notre expérience, l'univers, c'est bien sûr 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'événement qui m'intéresse, c'est obtenir 3. On écrit que la probabilité de l'événement A, c'est égal à 1/6. Quand je veux définir la loi de probabilité de mon expérience, qu'est-ce que je fais? Je note toutes les issues, il y en a 6, et j'indique tout simplement en dessous dans mon tableau les probabilités. Bon, la probabilité, le dé n'est pas truqué, est la même ici pour 1, pour 2, pour 3, etc. La probabilité n'étant rien d'autre qu'une fréquence, hein, c'est la fréquence de réalisation, on pourrait l'exprimer en pourcentage. On pourrait l'exprimer aussi sous forme de nombre à virgule. Et de la même façon que ce que nous disions tout à l'heure pour les fréquences, la somme de toutes les probabilités, de toutes les issues, est forcément égale à 1. J'ai 100% de chance de tirer avec mon dé soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Prenons un exemple. Une boule bleue, une boule rouge, 2 boules jaunes. L'expérience, on tire une boule et on note la couleur. On va prendre l'événement A, tirer une boule jaune. Quelle est la probabilité de A? La probabilité de A, j'ai 2 boules jaunes sur un total de combien de boules? 4 boules. 2 sur 4. Donc ici,
1,5. J'ai 50% de chance d'obtenir ici une boule jaune. Je peux indiquer la loi de probabilité. J'ai combien d'issues? 3, bleu, rouge, jaune. La probabilité d'obtenir une boule bleue, c'est 1/4, une chance sur 4. Une boule rouge, 1/4. Une boule jaune, 1,5. Si je fais la somme des probabilités, j'obtiens bien 1. Je m'intéresse maintenant à la probabilité de l'événement B, tirer une rouge ou une jaune, tirer une boule rouge ou une boule jaune. Si j'écris B sous forme d'ensemble, j'obtiens B égale quoi? Rouge, jaune. Donc, quelles sont les issues qui réalisent B? C'est l'issue rouge, l'issue jaune. Et bien, pour trouver la probabilité de B, il suffit que j'ajoute la probabilité d'obtenir rouge, c'est-à-dire ici 1/4, plus la probabilité d'obtenir jaune, 1,5. Ce qui me fait bien sûr 3/4. Donc pour trouver la probabilité d'un événement, il suffit d'additionner les probabilités de chaque issue qui compose cet événement. Voilà une expérience bien plus compliquée que celle qu'on a vue. C'est une expérience avec plusieurs épreuves. D'abord, je lance le dé, je regarde le nombre que j'obtiens sur la face supérieure. Je tire ensuite au hasard une boule, et puis enfin, je me dirige vers la troisième épreuve, je lance une pièce et j'obtiens pile ou face. Pour trouver toutes les issues possibles de cette expérience, on utilise une technique qui s'appelle la technique de l'arbre. Vous prenez votre stylo, vous le posez et vous allez vous laisser porter par l'expérience. Qu'est-ce qu'elle dit, cette expérience? D'abord, je vais vers le dé. Qu'est-ce que je peux avoir? 6 possibilités. J'ai 6 issues possibles quand je lance le dé. Soit j'obtiens 1, soit 2. Je vais continuer. Imaginons que j'ai obtenu 1. Je vais tirer une boule. Qu'est-ce que je peux obtenir? Ou une boule rouge ou bleue. Rouge ou bleu. Ici, ma première série de branches, ça correspond à la première épreuve. La deuxième épreuve, je continue, je me dirige vers la pièce et j'obtiens ou pile ou face à chaque fois. Alors, à moins ensuite d'utiliser les abréviations pour avoir toutes les issues possibles. Ici, j'ai obtenu 1 au dé, rouge avec les boules, et puis pile avec la pièce. Donc ici, à la fin, je peux écrire chaque issue sous cette forme. Ça fait combien d'issues? Bon, je pourrais les compter, 1, 2, 3, etc. Il y en a 24 en tout des issues. Mais j'ai pas besoin de compter parce que si je regarde ici, à ce nœud ici, ça se coupe en 6. Ou le nœud suivant en 2 à chaque fois. 6 fois 2, 12. Je vais obtenir 12 ici. Ça se redivise en 2. 12 fois 2, 24. Donc il suffit de multiplier à chaque fois par le nombre de branches qui apparaît à chaque nœud. Premier nœud, 6 fois 2 fois 2. Ça fait bien 24 issues. Alors ce qui va être intéressant avec l'arbre, c'est que vous pouvez pondérer l'arbre. Pondérer, cela veut dire que j'écris sur chaque branche la probabilité correspondante. Par exemple, la probabilité d'obtenir 1, c'est bien sûr 1/6. Et puis je pourrais continuer ainsi.
La probabilité d'obtenir une boule rouge, elle est de combien? Elle est de 1/3. J'ai une chance sur 3 d'avoir une boule rouge. La probabilité d'obtenir pile, c'est 1,5. Alors quand vous voulez calculer ici la probabilité de cette issue, c'est-à-dire la probabilité qui correspond à l'événement avoir tiré 1, obtenu une boule rouge et avoir eu pile quand on a lancé la pièce. La probabilité qu'on pourrait écrire comme ceci. Eh bien, il suffit de multiplier les probabilités le long des branches qui vous amènent jusqu'à cette issue. Donc ici, j'aurai 1/6 fois 1/3 fois 1,5. Ce qui me donnerait quoi? 1 sur 36. En clair, quand je fais cette expérience, la probabilité d'obtenir cette situation est de 1/36. J'ai une chance sur 36 d'avoir obtenu 1, une boule rouge et pile. Je complète ici. J'avais une chance sur 3 d'avoir une rouge. J'ai bien sûr 2 chances sur 3 d'avoir une bleue. Ici, j'avais une chance sur 2 d'avoir pile. J'ai une chance sur 2 d'avoir face. Quand vous allez à chaque nœud, si vous faites la somme des probabilités de chaque branche, ça doit vous donner forcément quoi? Forcément 1. Si j'ajoute les probabilités correspondant ici au premier nœud, on arrive bien, 1/6 plus 1/6, etc. Ça me donne 1. On a ici 2 expériences. Elles consistent à tirer une boule et à regarder la couleur obtenue. Mais dans le premier cas, j'ai ici une boule rouge, une boule jaune, une boule bleue. Dans le second, une boule rouge, une boule bleue, une boule bleue. Premier cas, combien d'issues à cette première expérience? Il y en a 3. Soit j'ai une boule rouge, ou une boule jaune, ou une boule bleue. Dans le deuxième cas, il y a seulement 2 issues. Soit vous obtenez une boule rouge, soit une boule bleue. Dans le premier cas, vous avez autant de boules rouges que de boules jaunes que de boules bleues. La probabilité d'obtenir une rouge, ça sera 1/3, 1 sur 3. Pareil pour la deuxième issue ou la troisième issue. Toutes les issues ont la même probabilité. On dit que la situation est équiprobable. Vous avez autant de chances de tirer une couleur qu'une autre couleur. Ce n'est pas le cas dans la deuxième expérience. Quelle est la probabilité d'obtenir une bleue? C'est de 2 sur 3. Vous avez 2 chances sur 3 d'avoir une bleue. Par contre, une rouge, vous avez bien sûr seulement une chance sur 3. Ici, la situation n'est pas équiprobable. Vous n'avez pas autant de chances d'obtenir chaque issue. Dans le cas où la situation est équiprobable, et uniquement dans ce cas-là, la probabilité d'un événement, c'est le nombre d'issues qui réalisent cet événement sur le nombre total d'issues possibles. Il y a combien d'issues possibles en tout? Il y en a 3. Et il y a combien d'issues qui réalisent l'événement obtenir une boule bleue? Il n'y en a qu'une, c'est tirer cette boule. Et vous avez ainsi la probabilité. Un exemple. Je fais une expérience, je lance le dé et je note la face supérieure obtenue. Bien sûr, vous le savez, voici l'univers, toutes les issues possibles. Il y a combien d'issues possibles? Il y en a 6. Est-ce que la situation elle est équiprobable? Oui, j'ai autant de chances d'avoir 1 que 2, que 3, que 4, que 5, que 6. Donc, quand je veux trouver la probabilité de l'événement A, obtenir un multiple de 3, je regarde d'abord le nombre d'issues qui réalisent A. Il y a 3, qui est un multiple de 3, et puis 6.
Donc d'après ce qu'on a dit, puisque la situation est équiprobable, le nombre total d'issues, c'est 6, et le nombre d'issues favorables à l'événement, c'est 2. Donc la probabilité de l'événement A, c'est 2 sur 6, c'est-à-dire ici, 1 tiers. On a ici une expérience où il s'agit de tirer une boule au hasard parmi 4 boules, une blanche, une rouge, une jaune et une bleue. On a 2 événements. Un événement A, ne pas obtenir la couleur blanche. Un événement B, obtenir une couleur commençant par la lettre B. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait représenter la situation par un diagramme, vous vous souvenez? Ici, on va représenter l'univers. Qu'est-ce que c'est que l'univers? Ce sont toutes les issues possibles. Qu'est-ce qu'on a? Bleu, rouge, jaune, blanc. On peut représenter l'événement A. Il est réalisé par quelles issues l'événement A? Ne pas obtenir de couleur blanche, ça signifie obtenir ou bleu, ou rouge, ou jaune. Voilà les 3 issues qui réalisent l'événement A. L'événement B, lui, c'est obtenir une couleur commençant par la lettre B. Eh bien, cet événement, il est réalisé par les issues bleu et blanc. Vous voyez qu'on a ici une intersection entre cet ensemble et celui-ci. L'intersection des 2 ensembles, ça serait un événement qui se limiterait à quelle issue? Bleu. Alors l'intersection ici des 2 événements, on l'écrit A inter B. Alors à quoi il correspond cet événement A inter B? C'est ne pas obtenir la couleur blanche et, en même temps, obtenir une couleur commençant par la lettre B. Ne pas obtenir la couleur blanche et obtenir une couleur commençant par B. Ici, A inter B, qui va se limiter à quoi? Si on l'écrit sous forme d'ensemble, on aura l'issue bleue. C'est un événement élémentaire. Il s'agit maintenant de la même expérience avec 2 événements différents. L'événement C, obtenir la couleur rouge, et l'événement B, qu'on avait tout à l'heure, obtenir une couleur commençant par B. Je représente la situation. J'ai toujours E, mon univers. L'événement C, obtenir la couleur rouge. L'événement B, obtenir une couleur commençant par la lettre B. À la place de regarder l'intersection, d'ailleurs ici il n'y a même pas d'intersection, je vais m'intéresser à la réunion des 2. La réunion de C et de B. Alors si je réunis ici ces 2 événements, on peut mettre l'étiquette B union C. À quoi correspond cet événement B union C? C'est où B se produit, ou C se produit. Obtenir la couleur rouge, l'événement C, ou obtenir une couleur commençant par B, l'événement B. Ne vous laissez pas déstabiliser par cette représentation. J'ai représenté un événement A qui est réalisé par vert, jaune, blanc. J'ai pas besoin de vous dire l'intitulé de l'événement A sous forme de texte. Évidemment qu'on pourrait en trouver un. Vous pourriez me dire l'événement A, c'est l'événement obtenir vert ou jaune ou blanc. Bah oui, pourquoi pas. Donc, on peut très bien parler d'événements sans avoir besoin d'écrire le texte de l'événement.
L'événement B, ici, il est réalisé par jaune, blanc, bleu. L'événement A inter B, il se réalise quand A et B se réalisent. A inter B, c'est ici l'événement qui est réalisé par jaune, blanc. On a ici A inter B. Et A union B, ici, A, union B, la réunion des deux événements A et B. Réunion B réalisée par vert, jaune, blanc, bleu, rouge. A union B est réalisée par les issues vert, jaune, blanc, bleu. La situation, elle est comment? Équiprobable. J'ai autant de chances de tirer chaque boule. Alors si je veux calculer la probabilité de l'événement A, le nombre d'issues total, il est de combien? 1, 2, 3, 4, 5. Et le nombre d'issues favorables, il y en a combien dans l'événement A? 1, 2, 3. Donc la probabilité de l'événement A, c'est 3/5. Celle de l'événement B. Événement B, 1, 2, 3 également. Le nombre total d'issues, c'est 5. Maintenant, si je m'intéresse à la probabilité de A inter B, il y a combien d'issues favorables? Il y en a deux, hein, jaune, blanc. Sur un total d'issues de combien? 5. Et la probabilité de A union B, le nombre d'issues favorables, il est de combien? Il est de 4. 4/5. Bien, voilà une propriété essentielle qui est démontrée à la fin de cette vidéo. Si vous additionnez ces deux probabilités et que vous additionnez ces deux-là, vous obtenez la même chose. C'est-à-dire la probabilité de A inter B plus la probabilité de A union B, c'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B. 3/5 et 3/5, j'obtiens bien 6/5. 2/5 et 4/5, 6/5. P de A inter B plus P de A union B égale P de A plus P de B. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Vous vous souvenez? B et C, deux événements, obtenir la couleur rouge, obtenir une couleur commençant par B. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'événement B et de l'événement C? Ils n'ont pas d'intersection. Ces deux événements ne peuvent pas avoir lieu en même temps. On ne peut pas obtenir une boule rouge et en même temps une boule blanche ou bleue. Donc ces deux événements, B et C, sont incompatibles. Incompatibles signifie que les deux événements ne peuvent pas se produire en même temps. Une propriété intéressante qui est démontrée à la fin de cette vidéo, c'est que si vous faites la probabilité de B union C, c'est-à-dire ici B union C, vous l'avez, le nombre d'issues favorables, il est de combien de B union C? De 3. Et le nombre d'issues possibles, il est de 4. 3/4. Mais maintenant, si vous additionnez ici les deux probabilités, c'est-à-dire la probabilité de C plus la probabilité de B. La probabilité de C, elle est de combien? Il y a une issue favorable sur un total de 4. Et la probabilité de B, deux issues favorables sur 4. Qu'est-ce que vous remarquez? Si vous additionnez ici P de C plus P de B, vous obtenez 3/4. Donc quand les événements sont incompatibles, quand ils ne peuvent pas avoir lieu
en même temps. Qu'est-ce qu'on a? P de B union C, c'est la probabilité de B plus la probabilité de C. Regardez ici, je donne de moins en moins d'indications. Je mets même des croix, ça pourrait être des couleurs, ça peut être ce que vous voulez. Ici, j'ai l'univers de l'expérience. Ici, j'ai l'événement A. Si vous pensez à l'événement contraire de A, qu'est-ce que vous allez dessiner? C'est toutes les issues qui ne sont pas contenues dans A. Donc si vous pensez à l'événement contraire, vous vous souvenez, l'événement contraire, on lui mettait une barre au-dessus de la lettre A. D'après ce que nous venons de voir, qu'est-ce qu'on peut dire de A et de A bar? Ils sont forcément incompatibles. Alors, si j'additionne ici les probabilités de A et de A bar, donc P de A plus P de A bar, c'est P de A union A bar, d'après ce qu'on a vu. Or, qu'est-ce que c'est que A union A bar? C'est tout l'univers, P2. Tout l'univers, c'est l'événement certain. Sa probabilité, elle est égale à 1. Donc, quand vous ajoutez la probabilité d'un événement plus la probabilité de son contraire, c'est toujours égal à 1. Probabilité. On a déjà évoqué les probabilités en troisième. Quand on en parlait, il fallait une situation, ce qu'on appelait une expérience. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience aléatoire? C'est une expérience ayant plusieurs issues, ou résultats si on préfère, mais dont on ne peut pas prévoir ni calculer de façon certaine laquelle de ces issues sera réalisée. Donc pour définir une expérience aléatoire, il faut qu'on précise le déroulement de l'expérience et l'ensemble, de toutes les issues qui sont possibles. Prenons un exemple simple. On lance un dé cubique dont les faces sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous connaissez tous ce genre d'objet, vous avez tous joué à cela. Et on note le numéro porté par la face supérieure une fois qu'on a jeté le dé. Je viens de décrire le déroulement d'une expérience. Cette expérience, elle est aléatoire. On ne sait pas quel nombre on va obtenir. L'ensemble E de toutes les issues possibles, c'est soit 1, 2, 3, 4, 5, 6. On l'écrit de cette manière avec des accolades. E égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand on veut écrire un ensemble, on utilise souvent cette notation. Pour raisonner, ce sera pratique parfois de tracer ce qu'on appelle un diagramme de Venn. On met les différentes issues et à côté du diagramme, on met son nom, c'est E, l'ensemble de toutes les issues possibles. E est appelé l'univers de l'expérience. Pour nous, en probabilité, un événement, ce sera une partie de l'univers. Par exemple, si je prends l'événement obtenir un nombre pair, les possibilités d'avoir un nombre pair, c'est que le dé nous présente comme face 2, ou 4, ou 6. Donc quand je vais écrire l'événement, je vais le traduire sous forme d'ensemble. L'ensemble A, par exemple, si j'ai décidé d'appeler mon événement A, et on a 2, 4, 6. Donc l'événement A, c'est une partie de E. Si j'avais défini un événement B par l'expression le numéro obtenu est impair, qu'est-ce que j'aurais eu pour B? J'aurais eu B égale 1, 3, 5. Gardons en tête notre exemple. Qu'est-ce que c'est que l'événement contraire d'un événement A? C'est la partie constituée de toutes les issues de E qui ne sont pas dans A. On le note A bar. Vous vous souvenez qu'on avait défini tout à l'heure l'événement A comme étant celui à obtenir un nombre pair. Eh bien, justement,
l'événement qui consisterait à obtenir un nombre impair. Le numéro obtenu est impair. C'est l'événement contraire de A. On va le noter A bar. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, cet événement, il contient les issues 1, 3, 5. Les nombres impairs possibles que je peux obtenir. A bar, c'est l'événement contraire de A. Un événement élémentaire, c'est une partie de E qui ne contient qu'une seule issue. Si je prends comme événement l'événement B, qui s'exprime par le numéro obtenu est 4, eh ben, l'événement B va s'écrire de cette manière, B égale 4. C'est ce qu'on appelle un événement élémentaire. E est appelé l'événement certain. Ben oui, parce que E, il va regrouper toutes les issues, c'est l'univers. On va avoir soit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors l'événement certain, ça correspondrait à la phrase « le numéro obtenu est compris entre 1 et 6 », par exemple. Et enfin ici, ce symbole qui veut dire l'ensemble vide, c'est ce qu'on appelle l'événement impossible. Par exemple, si je dis l'événement, le numéro obtenu est 24, c'est l'événement impossible. Intéressons-nous maintenant à la probabilité d'un événement. Souvenir de l'an dernier, à nouveau. Si vous jetez une pièce en l'air et que vous regardez si vous obtenez pile ou face, si vous faites cette expérience, je dirais 100 fois, vous vous apercevrez que finalement, vous avez autant de chances de tomber sur pile que sur face. La fréquence de sortie de pile, elle va être à peu près égale à la fréquence de sortie de face. On aura une chance sur 2. Donc, sur 100 lancés, par exemple, on aurait eu environ 50 fois pile, 50 fois face. Donc, la fréquence de réalisation, c'est, pour face, par exemple, c'est 50 sur 100. Pour pile aussi, 50 sur 100. Donc, ça veut dire que si vous faites un très grand nombre de fois l'expérience, et qu'elle est bien sûr aléatoire, cette expérience, la fréquence de réalisation d'un événement, elle va se stabiliser autour d'un nombre. Et c'est ça qu'on appelle la probabilité de l'événement. Tout à l'heure, on pensait à une expérience avec un dé. Eh bien, si vous jetez 500 fois ce dé, vous allez vous apercevoir que vous avez autant de chances d'avoir 1, que 2, que 3, que 4, que 5, que 6. La probabilité d'avoir 6, elle sera de quoi alors? De 1 sur 6. Vous avez une chance sur 6 de sortir ce nombre. Pour pouvoir donner des définitions, donc pour pouvoir généraliser, quand on exprimera une expérience aléatoire qui a un nombre d'issues n, les issues de l'expérience, on les notera E1, E2, E3, En. Et l'univers E de l'expérience, on le notera E égale E1, E2, E3, jusqu'à En. Alors qu'est-ce qu'on appelle une loi de probabilité? Elle est définie par un ensemble E, constitué d'éléments appelés issues, et des probabilités correspondantes. Chaque probabilité, c'est un nombre positif, et la somme de toutes les probabilités, elle va nous donner 1. Et on peut la définir sous forme de tableau, c'est beaucoup plus pratique. Alors, voyons tout de suite un exemple pour être plus concret. On lance ici une roue de loterie, puis on observe la couleur désignée ici par l'aiguille. Bon, on peut associer la loi de probabilité suivante à ce jeu-là. Il suffit d'écrire les issues possibles, ça peut être soit la couleur rouge, bleu, jaune, violet ou vert, et puis les probabilités. Bon, on a une chance sur 8 d'avoir la couleur rouge, une chance sur 8 d'avoir la couleur bleue, 3 chances sur 8 d'avoir la couleur jaune. Donc une loi de probabilité, c'est tout simplement cela. Et pratiquement à 90%, quand vous présenterez votre loi de probabilité, vous ferez un tableau. Alors qu'est-ce que c'est que la probabilité d'un événement?
Eh bien, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qu'il comprend, c'est-à-dire, en fait, des issues. Si on prend l'expérience précédente, si je considère l'événement défini par la couleur obtenue est rouge ou jaune, ben, qu'est-ce qu'elle va être la probabilité de l'événement F? Ça va être la probabilité d'obtenir du rouge, 1/8, d'après notre loi de probabilité, plus la probabilité d'obtenir du jaune, 3/8. Donc, la probabilité de l'événement F, c'est 1,5. On a 50% de chance d'avoir ou du rouge ou du jaune. N'oublions pas dans la loi de probabilité que nous avons définie tout à l'heure que la somme des probabilités de chaque issue doit être égale à 1. C'est bien le cas ici. 1/8 plus 1/8 plus 3/8 plus 1/4 plus 1/8, ça me donne bien 1. La probabilité de l'événement certain, c'est 1. Ah oui, d'après ce qui précède, P de E est égal à 1, puisque E regroupe toutes les issues possibles. Et que la probabilité de l'événement, c'est la somme de tous les événements élémentaires, c'est-à-dire de toutes les issues. La probabilité de l'événement impossible, c'est 0. Ce qui n'est pas étonnant, hein. Probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. La probabilité de tout événement A est comprise entre 0 et 1. J'ai maintenant une expérience qui comprend plusieurs épreuves. On commence ici dans mon expérience par tirer au hasard une boule dans un premier sac. Vous le voyez, ce premier sac, qui contient 2 boules vertes, une rouge et une bleue. On recommence ensuite avec un deuxième sac. Et enfin, on tire une dernière boule dans le troisième sac. Et puis ensuite, on range les 3 boules par ordre de tirage exactement dans une boîte. Et on voudrait connaître les probabilités d'obtenir tel ou tel ordonnancement de couleur dans la boîte. Alors pour ça, le plus simple est de faire ce qu'on appelle un arbre. Pour faire un arbre, vous allez d'abord poser votre stylo, pointer ici, et puis vous allez raconter l'histoire, vous allez raconter le déroulement de l'expérience. Première épreuve, premier tirage, je vais tirer dans la première boîte soit du vert, soit du bleu, soit du rouge. Donc du bleu, ou du rouge, ou du vert. Je trace les branches. C'est ma première étape. J'ai maintenant dans ma main une boule. Ensuite, je pose mon stylo à l'emplacement de la boule que j'ai. Qu'est-ce qui va se passer dans mon histoire? Je peux tirer dans la deuxième boîte, soit du bleu, soit du rouge, soit du vert. En supposant que j'ai eu une boule rouge tout à l'heure, de la même façon, je peux avoir du bleu, du rouge, du vert. Et ainsi de suite. J'en suis donc, en quelque sorte, au deuxième niveau. J'ai fait le tirage 2. Maintenant, je vais bien sûr faire le tirage 3. Je peux avoir à chaque fois ou du bleu ou du rouge. Donc pourquoi il est intéressant, mon arbre? Parce que par exemple, il me raconte tout ce qui peut m'arriver. La première fois, j'ai tiré une rouge, j'ai peut-être tiré une bleue, puis à nouveau une rouge. La première fois, j'ai tiré une rouge, j'ai peut-être tiré une bleue, mais attention, j'ai peut-être retiré une bleue. Et je vais avoir ici, donc, tous les cas possibles. Bleu, 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 rouge, bleu ici, etc. Pour pouvoir bien profiter de cet arbre pour calculer des probabilités, je vais le pondérer. Ça veut dire quoi le pondérer? Je vais mettre sur chaque branche la probabilité. Quelle est la probabilité dans le premier tirage de tirer une bleue? Elle est de 1 sur 4, un quart. De tirer une rouge, un quart. De tirer une verte, 2 sur 4, c'est-à-dire 1,5. Quelle est la probabilité dans le deuxième tirage? Comme j'ai 3 boules et qu'elles sont toutes les 3 de couleurs différentes, à chaque fois c'est un tiers. Un tiers, un tiers, un tiers. Et ici, enfin, dans le dernier tirage, une chance sur 2 d'avoir une bleue, une chance sur 2 d'avoir une rouge.
Donc on voit bien qu'à chaque nœud, la somme des branches, elle va forcément faire quoi? 1. Un quart plus un quart plus un demi, ça me fait 1. Un tiers plus un tiers plus un tiers, ça me fait 1. Et comment je vais faire quand je vais vouloir avoir la probabilité d'un événement précis? Si je veux que dans ma boîte, j'ai bleu, rouge, bleu dans cet ordre, eh bien, je prends ma flèche, je suis le chemin, j'ai un quart ici de probabilité, je multiplie par la deuxième par un tiers, je multiplie par la troisième. Ça veut dire la probabilité d'avoir bleu, rouge, bleu, dans cet ordre, ça va être un quart fois un tiers fois un demi. La probabilité d'avoir vert, bleu, rouge dans cet ordre, ben ça va être un demi vert fois un tiers rouge fois un demi rouge. Quand dit-on que les événements élémentaires, c'est-à-dire les issues, sont équiprobables? On a une situation d'équiprobabilité quand les issues ont la même probabilité. On peut dire à ce moment-là que la loi de probabilité est équirépartie. Bon, si je prends un exemple, si je prends la boîte de tout à l'heure, une boîte dans laquelle j'ai une boule verte, une boule bleue, une boule rouge, j'ai autant de chances de tirer une boule rouge qu'une boule bleue ou qu'une boule verte. La probabilité de chaque issue est un tiers. Donc nous sommes là dans un cas d'équiprobabilité. Dans ce cas-là, pour calculer la probabilité d'un événement, il suffit de faire le rapport du nombre d'issues de A sur le nombre total d'issues. On dit souvent aussi, il suffit de faire le quotient du nombre de cas favorables par le nombre de cas possibles. Prenons tout de suite un exemple, le premier exemple qu'on avait pris, le lancer de dés. Les issues possibles, il y en a 6 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on veut s'intéresser à la probabilité de l'événement A, le numéro obtenu est impair. Si on regarde le nombre d'éléments qui composent A, il y en a 3. 1, 2, 3, il y a 3 possibilités. La situation, on sait que c'est une situation d'équiprobabilité, j'ai autant de chances d'avoir 1, que 2, que 3, que 4, que 5, que 6. On a donc la probabilité de l'événement A, c'est le nombre d'issues de A sur le nombre total d'issues. Donc 3 sixièmes, c'est-à-dire 1,5. On va voir ici l'intérêt qu'il y a à représenter des ensembles, parfois par des diagrammes. Si je prends deux événements A et B, si je veux m'intéresser maintenant à un nouvel événement, à l'événement A et B, c'est-à-dire l'événement qui est constitué des issues réalisant à la fois l'événement A et l'événement B. Eh bien, cet événement, ce nouvel événement que nous venons de créer, on l'appelle A inter B. Et on le représentera de cette manière. Maintenant, si je m'intéresse à l'événement A ou B, ça veut dire celui qui est constitué des issues réalisant ou l'événement A ou l'événement B, ou l'événement A ou l'événement B, ou même les deux. Eh bien, on le note A union B. Prenons un exemple pour être concret. On reprend l'exemple du dé. On a l'événement A, le numéro obtenu est impair. L'événement B, le numéro obtenu est inférieur ou égal à 4. Alors, si je représente la situation, j'ai A, l'événement A. Quelles sont les issues? 1, 3, 5. L'événement B, les issues 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai aussi tout l'univers E. Donc là, je suis obligé de rajouter l'issue 6, qui n'est ni dans A ni dans B. Bien, l'intersection de A et de B, c'est bien la partie 1, 3. Et ça correspond à l'événement, le numéro obtenu est impair et inférieur ou égal à 4. Maintenant, si je m'intéresse à la réunion de A
et B. A union B. Ce sont toutes les issues qu'on a dans A ou dans B. Il y a 5, il y a 1, il y a 3, il y a 2, il y a 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ça correspond à l'événement. Le numéro obtenu est impair ou inférieur ou égal à 4. Une propriété importante. Quels que soient les événements A et B, la probabilité de A union B plus la probabilité de A inter B, c'est égal à P de A plus P de B. Bon, on va faire la démonstration dans le cas particulier précédent, et puis on procéderait en fait de la même façon dans le cas général. Si on prend A, notre premier événement de tout à l'heure, obtenir un nombre impair avec nos D, on a 1, 3, 5. B, l'ensemble des solutions, des issues pour l'événement obtenir un nombre inférieur ou égal à 4, 1, 2, 3, 4. A inter B, c'est égal à 1, 3, A union B, 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. P de A plus P de B, ça va être égal P de A à P de 1 plus P de 3 plus P de 5, puisqu'on sait que la probabilité d'un événement, c'est la somme des événements élémentaires. P de B, ça va être P de 1 plus P de 2 plus P de 3 plus P de 4. Donc c'est égal à P de 1 plus P de 3, P de 1 plus P de 3, plus P de 1 plus P de 2 plus P de 3 plus P de 4, plus le P de 5 qui était ici. On obtient donc P de A inter B, bah oui, P de A inter B c'est P de 1 plus P de 3, plus P de A union B. Dans le langage courant, vous diriez que deux événements ils sont incompatibles quand ils peuvent pas avoir lieu en même temps. Alors quelle serait la traduction là pour nous en mathématiques? Deux événements A et B ils sont incompatibles quand leur intersection elle est vide. Si on prend l'expérience de tout à l'heure avec le D, l'événement A, le numéro obtenu est impair, l'événement B, le numéro obtenu est pair, ces deux événements sont incompatibles. A inter B, c'est l'ensemble vide. Il n'y a aucune issue commune entre A et B. Fort logiquement, on a alors la propriété suivante. Si on a deux événements A et B qui sont incompatibles, P de A union B, c'est égal à P de A plus P de B. Ça découle de la propriété précédente, puisqu'on a vu tout à l'heure que P de A union B plus P de A inter B était égal à P de A plus P de B. Ici, puisque les deux événements sont incompatibles, on a P de A inter B qui est égal à 0. C'est la probabilité de l'événement impossible. Intéressons-nous à l'événement contraire. Pour deux événements contraires A et A bar, P de A plus P de A bar est égal à 1. Bon, démontrons-le. Par définition, l'événement contraire de A, il est constitué de toutes les issues de l'univers E qui n'appartiennent pas à A. De plus, évidemment, les événements A et A bar sont incompatibles. Donc on a A union A bar qui est égal à E, et A inter A bar qui est égal à l'ensemble vide. Or, d'après la propriété qu'on a vue avant, P de A union A bar plus P de A inter A bar, c'est égal à P de A plus P de A bar. Donc P de E plus 0, ça fait P de A plus P de A bar. Donc P de A plus P de A bar est égal à P de E. Donc c'est égal à la probabilité de l'événement certain, c'est-à-dire 1.